directeur de l'Institut des hautes études de la vigne et du vin à Montpellier Supagro. Et donc j'interviens un peu dans la filière aussi avec un regard marketing et un regard d'économiste depuis quelques années dans le monde viticole, tout à fait modestement car c'est un monde d'une grande complexité. Effectivement, c'est une question qui a beaucoup irrigué le monde viticole depuis 2 décennies globalement. Et je crois que c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir un regard un peu dans le rétroviseur et un regard un peu critique sur ces visions-là. En effet, je crois qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où on peut remettre en cause, ou en tout cas actualiser ces visions un peu binaires d'ancien monde et de nouveau monde. En réalité, c'était déjà discutable à l'époque, mais ce qui est vrai, c'est que dans les années 90, au milieu des années 90, il y a eu 2 grands phénomènes. Il y a eu l'explosion un petit peu agressive et un petit peu ostentatoire de nouveaux pays viticoles, nouveaux si on raccourcit, parce que bien souvent ils avaient déjà de la vigne depuis longtemps. Mais en tout cas, l'expression d'un nouveau modèle, alors véritablement en rupture avec le modèle classique occidental européen, et en même temps l'arrivée de l'Organisation mondiale du commerce qui proposait aussi d'autres schémas, d'autres ouvertures et d'autres visions du vin que celles que l'Organisation internationale de la vigne et du vin proposait depuis 1924, tout en les faisant progresser. Mais en tout cas, il y avait là 2 motifs de rupture, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense qu'on est aujourd'hui en situation d'en tirer vraiment des conséquences, et je pense que c'est là que se situe ta réflexion. Évidemment, il ne s'agit pas d'abandonner la vision qu'on peut avoir dans l'ancien monde, qui est entre guillemets, qui est une vision qui est consciente de sa richesse, consciente de ses terroirs, consciente de l'extraordinaire développement de produits et de vignobles et d'une diversité dont on est tous très fiers. Mais aujourd'hui, qu'on a aussi certaines difficultés à valoriser sur les marchés. En même temps, ce qu'on a appelé le nouveau monde viticole, c'est aussi c'est une invitation à la réflexion sur les limites du premier modèle, c'est-à-dire on avait un peu oublié le marché, on avait un peu oublié de prendre en compte le consommateur, on avait pris l'habitude de se dire globalement on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, on fait le mieux possible évidemment, on est passionné et ça se voit, et pas besoin de rencontrer énormément de vignerons pour comprendre que ce qui les caractérise bien souvent, c'est la passion, c'est l'amour de leur terre, l'amour de leur métier. Donc tout ça, ça devait faire office de marketing. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Donc le premier pilier, c'était ça, c'était on est passionné, on fait une multitude de vins différents, apprenez à les aimer, apprenez à les connaître. Franchement, nous on a déjà fait beaucoup avec notre vigne, notre cave, notre mise en bouteille, notre mise en marché. Franchement, faites un effort, mesdames et messieurs les consommateurs. Et puis en même temps, on avait un bouclier européen, une régulation économique qui était aussi une certaine bulle destinée à rendre tout ça assez confortable. Le nouveau monde viticole, c'est un pavé dans la mare, puisque c'est le marché, le sacro-saint marché, la libéralisation, à la fois des pratiques œnologiques, des barrières tarifaires et non tarifaires, et puis surtout un pilotage par l'aval, ce à quoi on n'est absolument pas habitué, qu'on assume difficilement, c'est-à-dire on est plutôt habitué à faire piloter le monde viticole par ces vignerons, ceux qui produisent le raisin et le vin en France et dans l'Europe occidentale. Et là arrivaient des gens qui disaient mais les vignerons ils produisent ce que le marché veut bien ou sait bien vendre. Et donc la parole devenait à ce moment-là aux négociants, metteurs en marché, internationaux. Et tout ça a secoué beaucoup, véritablement. Et chacun a bien compris qu'il ne s'agissait pas pour la France viticole d'adopter directement ce modèle-là, ce qui aurait été absolument surfait. Mais en même temps, il y avait probablement des choses à prendre dans tout ça. Cette notion de marketing qu'on avait refusée longtemps, finalement... l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud nous proposaient une façon peut-être, une invitation en tout cas, peut-être pas oublier tous les fondamentaux.
En tout cas, il ne s'agissait sûrement pas de vendre le vin comme des aspirateurs ou d'autres produits industriels, mais en même temps, il y avait peut-être des choses à prendre dans tout ça. Donc aujourd'hui, on est plus que jamais probablement sur des interrogations légitimes, sur une troisième voie. Qu'est-ce qu'il y a à garder de notre ancien modèle, si on peut dire? Quelles leçons à tirer de l'explosion qui aujourd'hui a été ramenée à un juste niveau de l'aventure australienne et d'autres pays du Nouveau Monde. D'autant que les choses ont évolué en 20 ans. La première évolution, c'est la Chine. La Chine était invisible dans les radars il y a 25 ans. Et aujourd'hui, elle pèse comme un des plus grands vignobles. Et elle interroge sur les modes de production, sur les modes de commercialisation. On n'est pas très à l'aise pour comprendre quantitativement et qualitativement tout ce qui se passe. Puis on voit bien qu'il y a une explosion de petits pays, notamment en Asie. On a coutume de dire que le barycentre viticole se déplace vers l'Asie, et avec des pays qui sont modestement consommateurs mais qui sont en croissance, modestement producteurs mais qui s'y mettent aussi, et on voit bien qu'ils prennent l'habitude d'apprendre à leur rythme, à aimer des choses soit très très typiques et très notoires, ou au contraire de s'aventurer à faire des blends avec des produits importés un jour du Chili, le lendemain d'un autre pays, et puis de mélanger un peu ça avec des productions locales. On voit ça au Japon, on voit ça en Thaïlande, on voit ça. Donc le Nouveau Monde, c'est peut-être celui-là aujourd'hui. Et effectivement, on comprend la question, c'est dans cette nouvelle cour, comment il faut jouer? Est-ce qu'il faut envoyer des vins en vrac pour que chacun se fasse son blend à son image? Est-ce qu'il faut revendiquer ses valeurs? Est-ce qu'il faut s'arc-bouter sur ce qui fait notre typicité? Le monde du vin est un petit peu chamboulé, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que la Chine donne le là de cette nouvelle voie, mais en tout cas, elle oblige sans doute à considérer ce déplacement des marchés vers l'Asie, tout en notant qu'aujourd'hui, les pays qui sont notables en matière de consommation et d'augmentation de consommation, c'est plutôt les États-Unis. Il y a aussi des pays, bien sûr, importants en Europe du Nord. Mais ce déplacement nous invite à prendre en compte, et peut-être avec un œil plus prospectif, le marché du vin de demain. Et en tout cas, déjà dans la façon de l'aborder. Moi, ce que je retiens des leçons qu'on peut un peu tirer, c'est tout de même une invitation à observer les fondamentaux du marketing. Il y a quelques fondamentaux dont il ne faut absolument pas avoir peur de se les approprier dans le monde du vin. Le premier pour moi, c'est sans doute la notion de positionnement. On pourrait y revenir, mais aujourd'hui, je pense plus que jamais que le succès durable des vignobles doit passer par une interrogation sur le positionnement. D'abord parce que c'est la bonne façon de faire se rencontrer à travers ce positionnement voulu comparé au positionnement perçu, finalement les produits, et les producteurs et leur marché. Finalement, c'est une façon de dire ça. Et en même temps, c'est une invitation à travailler collectivement. Et dans les structures collectives, comme aujourd'hui on les développe dans le monde du vin, que ce soit à travers des interprofessions, des syndicats, des coopératives, toutes ces formes-là bien implantées ou en devenir, sont des formes collectives qui ont, en tout cas, toutes comme dénominateur commun, de devoir asseoir leur développement sur un positionnement partagé. Déjà, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on veut dire ensemble? Qu'est-ce qu'on exprime? Ça correspond à quoi de boire un verre de Cahors, par exemple, aujourd'hui, ou de mettre une bouteille de Cahors sur la table? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à travers ça? Donc le positionnement, je pense que c'est vraiment une notion qu'il faut aujourd'hui reconsidérer dans tout ce qu'elle présente comme intérêt. C'est bien posé, ça ouvre des voies énormes de mise en œuvre de toutes les actions, ça assure leur cohérence, et puis c'est à la fois un terrain de jeu énorme, et en même temps ça définit les limites
au-delà desquelles on ne peut pas jouer, parce que le consommateur ne comprendra pas. Donc c'est bien, je pense que beaucoup d'échecs de marché au monde du vin sont dus simplement à ce divorce entre des positionnements voulus ou imaginés par des producteurs de façon sympathique, mais pas vérifiés sur les marchés. Et pour ça, je pense qu'il ne faut jamais oublier une autre distinction fondamentale qui est bien connue dans tous les autres secteurs et qu'on a intérêt à observer aujourd'hui, qui tient compte de ce que disait Michael Porter, c'est-à-dire il disait il n'y a pas 40 façons de donner de la valeur à un marché, à un produit sur un marché. C'est soit on fait la même chose que les autres, mais il faut être moins cher. Et ça, c'est la compétitivité avec des rendements, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit le développement aujourd'hui souhaitable pour Cahors. Ça peut l'être pour certains vignobles, éventuellement on peut reconsidérer. Certains pays jouent cette carte-là, en tout cas. La question se pose en France si aujourd'hui on ne pourrait pas donner un peu plus de place à ça, mais bon, on sait que ça sera de toute façon très modeste. Et en tout cas, c'est intéressant en tout cas de se poser cette question. Mais pour la plus grande partie du vignoble, dans un pays où 93% de la production est en indication géographique, on n'est pas dans le cas de vendre la même chose que les autres moins chers, on est dans le cas de vendre autre chose que les autres. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Mais la différenciation, c'est pas proclamer qu'on est différent. Parce que ça, chacun sait le faire. Chaque vigneron est persuadé qu'il est différent et même meilleur que son voisin. Tout ça est très sympathique, mais ne constitue pas la différenciation au sens marketing du terme. Que dit la littérature en marketing ? Elle dit on est en situation de différenciation quand on est perçu comme différent, pas quand on s'est autoproclamé différent. Et on sait aujourd'hui que la plupart des consommateurs seraient bien en peine d'expliquer la différence entre tel vin et tel autre, entre telle appellation et tel autre, entre tel terroir et tel autre. Et là, la question de cette différenciation se pose en plein. D'autant qu'il y a autre chose, c'est que positionner un vin en termes de différenciation, ça veut dire systématiquement mettre en avant cette différence, mais vérifier que cette différence est rémunérée par le marché. Donc elle est reconnue par les consommateurs et rémunérée par le marché. On sait qu'il y a des différences qui sont reconnues dans le vin. Il y a des grands crus à Bordeaux ou ailleurs qui valent très cher. Ça veut dire qu'il y a une différence, sans doute fondée, en tout cas reconnue par un certain type de marché. Là, ça illustre bien cette notion de différence. La question à se poser, c'est, dès l'instant qu'on n'est pas en stratégie de coût-volume, de compétitivité par les volumes, on est dans l'obligation de travailler en différenciation. Donc, c'est quoi notre différence ? Comment on va faire pour la faire rémunérer ? C'est-à-dire, comment on va faire pour déjà la proclamer, l'assumer, et la rendre compréhensible aux consommateurs. Et là, il ne faut pas s'enfoncer, il ne faut pas jargonner, il ne faut pas... un cépage, la plupart des consommateurs ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc si on commence à lui parler de cépage, il faut commencer par le b.a.-ba. Donc on rentre assez vite dans des questions de pédagogie, dans des questions d'aider le consommateur à devenir plus intelligent. Et il ne demande que ça. Le consommateur adore le vin et regrette de ne pas en connaître davantage. Donc on a des boulevards là-dessus pour expliquer cette différence. Mais je pense que c'est assez compliqué au niveau d'une interprofession ou d'un collectif quel qu'il soit, parce qu'effectivement, il faudrait être sûr que chacun des vignerons expose d'abord la différence qui correspond au vignoble en question, au terroir en question. Mais pour moi, une économie de terroir, c'est d'abord une économie de la différenciation, avec une obligation de décider ensemble, de valoriser ensemble. Tel élément, c'est ce qui nous différencie. C'est là-dessus qu'on a envie d'appuyer. On a envie de dire ça parce que c'est le moteur de notre passion. Non, moi je suis pas d'accord. Moi oui. Enfin voilà, on imagine que ça se fait pas en 5 minutes. Mais je pense personnellement que c'est la clé d'un moteur de développement. Qu'on sache c'est quoi notre socle commun, qu'on revendique et qu'on est capable de faire accepter, de faire reconnaître à un consommateur qui ne demande que ça. Si on lui explique bien, et gentiment, et avec passion. Et la différence, ça peut être de tout ordre.
ça peut être un cépage qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça peut être un mode d'élaboration des produits, ça peut être un mode de conduite de la vigne, ça peut être une star ici qui va vinifier ou qui va parler du vin, ça peut être... Il y a 1000 façons. Il y a 1000 façons de se différencier. Mais il ne faut pas que ce soit cacophonique. Et je pense qu'on aurait intérêt aujourd'hui de fonder les économies de terroir sans oublier ces fondamentaux qu'on connaît dans tout le reste de l'industrie. Tout ce que je viens de dire là, tous les industriels le savent par cœur. Et dans le vin, on s'était habitué à se dire, mais nous, on n'est pas obligé de marcher sur ces routes, on a nos chemins de traverse et ça suffira bien avec la passion. Aujourd'hui, l'économie mondialisée, ce nouveau monde, puis ce nouveau monde, nous oblige quand même à me dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques routes à emprunter ? Si à la fin, il faut expliquer sur un chemin de traverse ou sur un chemin de terre que nous, on est encore un peu plus différents que les autres. Il y a de la place. Mais il y a quand même à faire comprendre ce que c'est qu'un vin à une planète qui majoritairement s'en passe très bien. Ensuite, ce que c'est qu'un vin français ou ce que c'est qu'un vin d'Occitanie, un vin de Cahors. Tout ça, ça demande une pédagogie. Ça ne se fait pas simplement, mais ça oblige à ne pas être cacophonique. Donc, une façon de lutter contre la cacophonie possible, c'est cette réflexion en termes de différenciation et de positionnement. Pour moi, c'est tout sauf un bon coup marketing. C'est véritablement une réflexion de fond et une posture, moi comme je les aime, puisque c'est une posture qui consiste à retourner le point de vue initial qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que très honnêtement, j'ai trouvé ça absolument merveilleux parce que c'était une remise en cause de choses qui nous semblaient éternelles. Et on pouvait s'installer dans une espèce d'indifférence mutuelle, avec de bonnes raisons d'ignorer ce qui se passait en Argentine, d'ignorer ce qui se passait pour le Malbec dans le reste du monde. Et là, je trouve que cette volonté de travailler ensemble un positionnement Malbec, de raisonner en changeant de point de vue en permanence, c'est ce qu'on fait toujours en prospective, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on veut essayer de s'abstraire de ce qu'on appelle un peu le prisme déformant qu'on a. C'est-à-dire que le Malbec vu de Cahors, c'est pas la même chose que le Malbec vu d'Argentine. Mais quand on commence à le voir ensemble et chacun allait passer de l'autre côté du miroir, moi je trouve ça simplement génial de simplicité. Et en plus, ça se ressent dans les effets. C'est-à-dire que Cahors ne ressemble pas à Cahors. C'est-à-dire que Cahors a changé complètement d'image, à mon avis, de position, peut-être même de positionnement déjà, de ce fait-là. A montré que c'était évidemment en train de rebondir et de prendre en compte la mondialisation, ne pas de s'arc-bouter. C'est vrai qu'on aime bien ces logiques-là qui rappellent un peu probablement l'aïkido ou des choses comme ça, où on va travailler avec la force j'allais dire de l'adversaire, non, du partenaire, pour justement être encore plus forts les uns les autres. Moi, je continue à trouver ça magique. J'observe les effets. Je vois que des effets positifs pour l'instant. Donc, je pense qu'il faut vraiment féliciter tous les gens qui ont eu à la fois cette idée, qui ont accepté de la mettre en œuvre. Surtout. Pour moi, ça reste un cas un peu exemplaire, mais au sens où peut-être il devrait faire davantage d'émules. Peut-être qu'il faudrait davantage encore faire connaître cette capacité dont on a vraiment besoin aujourd'hui en marketing du vin, de faire bouger les lignes, d'inverser les points de vue, de traverser le miroir, comme je disais. En tout cas, pour moi, c'est vraiment je trouve ça assez merveilleux d'avoir pensé et d'avoir réussi à le mettre en œuvre.